terminer l'activité de cette structure, un établissement similaire va bientôt ouvrir en gare de Neuilly, en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'à Chelles, en Seine-et-Marne. Une opération nettoyage dans la forêt de l'Isle-Adam ce samedi. Elle est organisée par l'association IASF, qui appelle tous les citoyens à participer. Objectif, récupérer près de 400 pots répartis dans les bois et découverts près des entrées de la route nationale 54. Un accord a été passé avec la communauté de communes de la vallée de l'Oise et les forêts de la société et la société Butin en vue d'évacuer les pneus et de les traiter. Selon Xavier Gastier qui a découvert sur les pots l'état de la forêt empire, l'opération nettoyage est donc prévue entre 9h et 17h et le rendez-vous est donné près de l'échangeur de la NC 84. Et enfin, une fondation du sport lancée dans le Val d'Oise. Les élus du département ont voté sa création et approuvé la mise en place d'une subvention annuelle de 7 500 €. Placée sous l'égide de la Fondation du sport français, la nouvelle structure a pour mission de promouvoir le sport comme vecteur de lien social à travers des appels à projets et des actions innovantes et reproductibles visant à soutenir, développer et faciliter l'insertion sociale et professionnelle et par le sport, la prévention de la santé par le sport ou encore la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap. Le Val d'Oise est le premier département français à créer une fondation consacrée intégralement au sport. Il est 9h04 sur IDFM Radio Anguin. Merci. Merci d'avoir suivi la matinale. Merci Alexis Duvauchel pour ce dernier point sur l'actualité valdoisienne. Nous vous retrouverons donc du coup tout à l'heure, à midi 15. Midi 15, oui. Voilà, nous parlerons entre autres du secours populaire. Du secours catholique du Val d'Oise, voilà, qui remerciait hier tous ses partenaires. Bon week-end, merci d'avoir été avec nous sur IDFM Radio Anguin la semaine prochaine. Et maintenant, place au bar de l'économie, présenté par Florence Sœur. Christophe, on attend un appel. On a une interview téléphonique ce matin. Quelle horreur. Bah oui, quelle horreur. Messieurs, bonjour. Voilà, je vous présente donc Christophe qui fait la matinale de 7h à 9h. Merci. Eh ben, Jean-Pierre Ange-Albert vient de me dire qu'on s'amuse bien au bar de l'économie. Donc... Oui, Mais sur les de la radio, Comment? Allez, il faut y aller. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 90 minutes d'information avec Philippe et Christophe à la technique. Aujourd'hui, on apprend toujours quelque chose au bar de l'économie grâce à nos invités que j'accueille tout de suite. Jean-Pierre Ange-Albert, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le maire de la ville de Saint-Prix en Val d'Oise et aussi président du SIAR, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région, donc d'Anguin et les communes alentours. Avec vous, si vous voulez bien, Jean-Pierre Ange-Albert, bien sûr, on va commenter l'actualité, mais aussi on va parler du grand débat des gilets jaunes, donc de la transition écologique et des nuisances aériennes. À vos côtés, Sébastien Mazin-Pompidou, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le directeur du développement de Saïgus, une société un peu particulière, une start-up en fait, qui a été créée en 2014 et qui propose plusieurs services. Je ne vais pas dévoiler ça tout de suite, c'est vous qui allez nous le dire tout à l'heure, mais également vous avez 1000 mètres carrés de bureaux qui sont exceptionnels pour vos clients et ça, vous allez également nous en parler. Nous allons avoir aussi une interview téléphonique avec Raïd Zaharaké qui est responsable communication de la Fédération des ascenseurs. Ça, ce sera vers 9h30 car ce secteur d'activité prévoit d'embaucher 2500 personnes cette année et il y a une journée porte ouverte qui s'organise demain à ce sujet en Val d'Oise justement. Vers 10h, nous retrouverons Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, qui va interviewer le général Charex sur les outils de dissuasion de la France. La France, en fait, a-t-elle encore besoin d'une force de dissuasion? Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos du jour, commentées par nos invités de ce matin. Alors, on va commencer par la première, le Brexit, ou le plus gros fiasco politique depuis 50 ans. Le Parlement britannique vient de voter pour la 3e fois cette semaine, et là en faveur d'un report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La Première ministre doit donc désormais demander une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne. Elle va donc solliciter auprès de l'Union européenne un report au moins jusqu'au 30 juin, mais pour cela, il faut un accord unanime des dirigeants des États membres. Bruxelles est prête à accepter cette demande, à condition qu'elle soit motivée. Le service juridique du Conseil européen estime que le Brexit peut être repoussé jusqu'à fin juin, avant la première session plénière du nouveau Parlement à Strasbourg, mais Emmanuel Macron et Angela Merkel ont déjà prévenu les Britanniques que pour obtenir un délai de plus de 6 mois, ils devront donc organiser soit un nouveau référendum sur le Brexit, soit l'organisation d'élections
générale. Si Londres est toujours dans l'impasse, eh bien, elle sollicitera un report de plus longue durée, ce qui impliquera bien sûr une nouvelle gestion, alors que les députés anglais ne siègent déjà plus à l'Union européenne. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Je vous rappelle que nous votons en mai prochain pour élire les députés européens. Alors, Jean-Pierre Ange-Albert, peut-être un petit commentaire ? Oui, je trouve que c'est effectivement une honte, et de la honte absolue. Ça prouve que l'Union européenne est anti-Europe, en fait, au fond. C'est mon sentiment, vous savez que je suis un souverainiste. L'Union européenne aboutit à ce scandale incroyable de chasser nos amis britanniques. Parce que je considère que la responsabilité de l'Union européenne est très grande dans cette affaire. Bien sûr, il y a aussi la responsabilité des Britanniques eux-mêmes. Mais une énorme responsabilité. Vous vous rendez compte qu'on veut construire une Europe de la paix, une Europe des affaires, une Europe, et on se débrouille pour arriver à ce scandale incroyable de voir partir nos amis britanniques. C'est juste incroyable. Dans le même moment, on a étendu l'Europe de façon un peu bizarre, y compris jusqu'à aller négocier d'ailleurs avec la Turquie. On imagine l'Europe avec la Turquie demain, mais pas avec nos amis anglais. Mais c'est quoi cette Union européenne ? Il faut changer vraiment de logique politique, faire en sorte que nous reconstruisions l'Europe, la vraie, la véritable Europe, celle que nous voulions construire depuis le début, avec laquelle nous devons fabriquer avec les Anglais, évidemment. Et ça, c'est pour moi l'aveu le plus incroyable. Puis quelle arrogance de Merkel et de Macron que de donner comme ça des injonctions à nos amis britanniques, alors qu'au contraire, il faudrait se rassembler, négocier et faire en sorte que la diplomatie reprenne ses droits, que nous fabriquions cette belle Europe que nous avons tous en tête. C'est vrai qu'on a tous ceci en tête. Ceci dit, Jean-Pierre Ange-Albert, les Anglais ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Sébastien Mazin-Pompidou, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Ange-Albert ? J'ai un avis un peu plus mitigé. Le hasard veut que les Anglais sont rentrés sous la présidence de Pompidou dans l'Union européenne, et lorsqu'ils y sont rentrés, ils n'y sont pas rentrés vraiment à deux pieds. Pourquoi j'ai un avis mitigé aussi ? Plutôt que de condamner l'Europe, je condamnerais plus les tendances populistes qui, il y a 3 ans en Angleterre, ont fait croire au peuple qu'il pouvait reprendre la main sur sa souveraineté en lui proposant un référendum. Au final, ce référendum s'est tenu lieu, et quand on regarde en détail qui a voté pourquoi, on s'aperçoit que l'immense majorité des gens qui ont voté pour la sortie du Brexit sont ceux qui risquent d'être le plus pénalisés aujourd'hui, et principalement les industries, puisqu'on a parlé des banques et des services. Dans les faits, les banques et les services, c'est quoi ? Il y a 2 chambres de compensation qui vont arriver en Europe, ok. Il y a 15 traders d'HSBC qui vont arriver sur les Champs-Élysées, ok. Mais pour l'industrie, bon, c'est ceux déjà qui fabriquent les pièces de voiture, pour ceux qui n'auront plus la possibilité d'exporter sur le marché européen, puisqu'ils n'auront plus la norme CE, qui est la norme très importante, c'est ces personnes-là qui vont être, à mon sens, les premières victimes. Or, ce sont majoritairement elles qui ont voté pour le Brexit, pensant que ça allait améliorer les choses par rapport à la situation qui était la leur à ce moment-là. Merci beaucoup à tous les deux pour ces commentaires. Et bien justement, Honda et Toyota, je l'ai déjà dit il y a plus d'1 mois, ont décidé de réindustrialiser le Japon. Ils vont quitter d'ailleurs l'Angleterre à cause de tout ceci. Allez, seconde info du jour, les syndicats lycéens appellent à la désobéissance civile aujourd'hui, et 4 ONG veulent porter plainte contre la France pour ne pas agir suffisamment contre les réchauffements climatiques. Ça a été annoncé hier. Donc faire grève ou débattre pour le climat, il faudra choisir aujourd'hui. Tous les lycéens de France sont appelés à participer à cette grève mondiale pour le climat portée par la jeune Suédoise Greta Thunberg. En réaction à cette initiative inédite, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a improvisé des débats sur l'environnement dans tous les lycées de France aujourd'hui entre 16h et 18h. Et il existe 4200 lycées publics, privés ou technologiques en France. Le but de la grève mondiale, c'est de dénoncer l'inaction climatique des gouvernements. À Paris, les grévistes partiront en manifestation sauvage pour converger vers le Panthéon. Le 12 décembre 2015, la France venait de signer par les grandes nations l'engagement de limiter à 2% le réchauffement climatique. Pour notre pays, cet engagement consistait à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ces émissions ne cessent d'augmenter. 4 ONG donc veulent porter plainte contre l'État français pour une action insuffisante. Il faut développer massivement les énergies renouvelables et réduire drastiquement notre consommation d'énergie, explique Jean-François Juillard, le directeur général de Greenpeace France. Pour les agriculteurs, les conséquences sont visibles. Dans la Drôme, un producteur de lavande a expliqué qu'en 10 ans, les aléas climatiques ont eu raison d'une partie de ses récoltes. Les associations ont donné 2 mois à l'État pour réviser sa copie, car sans engagement concret de celui-ci, elles porteront plainte auprès du tribunal administratif. Jean-Pierre Ange-Albert, vous êtes très concerné par l'environnement ? Oui, je crois qu'on l'est tous. Alors évidemment, effectivement, moi j'apprécie j'apprécie tout à fait cette démarche.
Il faut en effet que nous fassions mieux, hein, je crois que c'est important, mais il faudrait surtout mettre des actes en phase avec les paroles, quoi. Parce que depuis des années, on nous parle d'écologie, à juste titre, évidemment, on fait des grands sommets, enfin on fait tout un tas de trucs, on fait du greenwashing en fait finalement. On peint en vert un peu un certain nombre de choses, mais au fond, les choses restent ainsi. On va parler tout à l'heure du T4, de l'aéroport. Vous vous rendez compte qu'on s'apprête à accueillir 45 millions de passagers en plus sur des avions qui utilisent du kérosène sans aucune taxe, alors que nous, les citoyens lambda qui prenons tous les jours le bus, la voiture ou n'importe quoi d'autre, eh bien nous payons des taxes sur le carburant. Voilà, tout continue, les lobbies essentiels. On va parler, je crois, tout à l'heure aussi de la marée noire. Et là aussi, vous avez des gens qui utilisent des consommations énormes de fuel, mais qui payent absolument aucune taxe. Tout ça ne change pas, évidemment, rien ne change de ce point de vue-là, parce que c'est les lobbies qui continuent à faire valoir leurs droits. Il faut faire casser ça. Et donc, je pense que les étudiants ont un rôle à jouer, c'est très bien, et il faut qu'ils s'y engagent en effet. Puis la jeunesse a un dynamisme qui va nous permettre probablement d'avancer un peu plus vite. Moi, je crois beaucoup aussi à l'éducation à l'environnement. En tant que responsable de Debout la France sur les questions d'écologie, j'avais émis dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan que justement l'éducation à l'environnement soit un pôle extrêmement important dans l'éducation nationale de demain. Parce que puisque ces problèmes d'écologie et d'environnement sont au cœur des sociétés d'aujourd'hui et de demain, il faut qu'on apprenne à nos enfants, aux futurs citoyens, ce que c'est exactement et la complexité du phénomène. Et par conséquent, je pense qu'en effet, ça passe beaucoup par la jeunesse, par son éducation, son information. Et vous voyez, une partie d'entre elles s'empare de la question, c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Pierre Jalbert. Sébastien Mazin-Pompidou, vous voulez commenter également ? Très rapidement, et là pour le coup je suis plutôt d'accord avec Jean-Pierre, c'est effectivement important que la jeunesse se mobilise sur ce genre de sujet, puisque ce sont eux les premiers concernés. On a appris il y a quelques années, quand j'étais à l'école, on a mis en place les premières poubelles de tri. Depuis, c'est quasiment systématique et automatisé. C'est dans les réflexes de tout le monde. Les enfants savent d'entrer le faire, alors que les personnes peut-être un peu plus âgées ont encore un peu de mal. Mais c'est simplement un réflexe qui a été appris. Et je partage l'avis sur le fait que ça doit être inculqué au même titre que d'autres matières. Et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Je pense à l'informatique, pour le coup, puisque c'est un des sujets qui fera l'actualité de demain. Et que si on s'applique les procédés de formation et d'accompagnement sur l'environnement, je pense qu'on pourrait également l'appliquer sur l'informatique, puisque demain, il y aura deux facteurs clés qui feront l'économie globale. Ce sera l'intelligence artificielle au sens large et l'écologie et l'économie de l'écologie au sens large qui seront obligés de travailler ensemble. Justement, vous allez nous dire tout à l'heure si les mathématiques qui vont être supprimées pour certaines matières, vous trouvez que c'est une bonne mesure ou pas. Allez, on continue avec les infos du jour. Donc justement, Jean-Pierre Jalbert, vous disiez, vous parliez de la marée noire. Donc la marée noire, en fait, vous faisiez référence au naufrage du Grand America. La cargaison du bateau était donc-elle dangereuse? C'est la question que je me suis posée. Depuis 2 jours, il gît à 4200 mètres de profondeur. Mais ça inquiète, car peut-il créer une pollution d'ampleur exceptionnelle? Selon certains spécialistes, rien de comparable aux grandes marées noires d'il y a quelques années, car le navire n'est pas un pétrolier. Il transportait 365 conteneurs, des voitures, des camions et 2000 tonnes de fioul lourd placés dans les réservoirs du bateau. Un volume important, mais loin des 31 000 tonnes d'hydrocarbures d'un précédent naufrage. Par contre, le Grand America transportait 45 conteneurs de matières dangereuses, 100 tonnes d'acide chlorhydrique, 70 tonnes d'acide sulfurique. Selon un communiqué du transporteur, 34 de ces conteneurs étaient entreposés sur le pont supérieur. Mais donc la question qui se pose, c'est que reste-t-il à l'intérieur? Sont-ils intacts? Ont-ils brûlé? C'est ce qu'on espère. Aucune information pour l'instant ne permet de le dire à ce stade d'enquête. Voilà, est-ce que vous voulez commenter, Jean-Pierre Jalbert? Juste d'un mot, je pense que la mondialisation économique, il y a évidemment certainement des bons côtés, aussi des très mauvais côtés. En voilà encore un. Cette mondialisation prend la mer pour la poubelle, quoi. C'est une vraie poubelle. On parle d'un 6e continent avec tous les plastiques. Alors il paraît qu'il y a du polystyrène. Voilà. Ce qui est pareil, il y a du polystyrène, et oui, par et qui conséquent, lui, par voilà, contre, il va encore accumuler les produits peut se répandre en dans tout l'océan. petits grains et donc être avalé par les poissons. Exactement, et à la fin, c'est évidemment la race humaine que nous représentons aujourd'hui, et bien, qui va la digérer, quoi, hein, avec tous les problèmes de santé que ça va poser. Enfin bon, voilà, il est urgent que le monde s'organise. Et là aussi, vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'Union européenne. Et que fait l'Union européenne? Pourquoi l'Union européenne, si elle était efficace, elle mettrait en place des politiques de prévention, elle mettrait en place des politiques efficaces pour lutter contre ces questions-là.
voilà, est tristement absente des débats aussi là-dessus. Mais finalement, on commence à se poser la question, faut-il encore manger du poisson? Vous qui êtes médecin, Jean-Pierre Ange-Albert, Enfin, écoutez, on sait, il faut est-ce plus qu'il vaut manger de mieux viande, plus de poisson, plus rien, faut plus manger rien, faut plus respirer. Bien sûr qu'on peut manger du poisson, je crois qu'il faut faire confiance. Alors, à la limite, vaut mieux manger des poissons d'élevage? Bah, je sais pas, je ne veux pas me prononcer parce que je pense qu'on peut assez rapidement dire de bêtises, mais c'est vrai que ça pose une vraie question, vous avez raison. Voilà, en tout cas, la conscience est là et il est urgent de prendre là aussi des dispositions et de faire en sorte. Bon, je parlais tout à l'heure du manque de taxation du fioul lourd des grands bateaux qui sillonnent le monde. Il faudrait aussi qu'il soit responsable, c'est le vrai principe pollueur-payeur, il faudrait enfin qu'il soit appliqué. Est-ce qu'un bateau, est-ce que finalement, on voit que le Grand America, il avait une existence de 20 ans. Est-ce que finalement, on sait que les problèmes arrivent à partir d'une quinzaine d'années. Est-ce que finalement, il faut interdire des bateaux trop vieux? Il faut sans doute interdire les bateaux trop vieux, interdire les avions trop bruyants, pas tout ce qui est... voilà. De même qu'une mobilette qui passe et qui pollue avec un gros nuage de fumée, on ne la tolère plus dans nos villes. Je ne vois pas pourquoi on devrait tolérer pour notre planète des instruments aussi polluants. En effet, vous avez raison. Merci Jean-Pierre Ange-Albert. Sébastien Massin-Pompidou, souhaitez-vous commenter? Eh bien, je suis plutôt d'accord avec Jean-Pierre. Pour le coup, c'est effectivement très grave ce qui se passe sur les côtes françaises, puisque je crois que la nappe est à 300 km de La Rochelle. Après, je modère les propos pour ne pas comparer ce qui se passe à l'Amoco-Cadiz ou ce qui s'est passé avec Erika. Il y a effectivement ces matières toxiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et ça peut être très dangereux. Mais c'est du fioul lourd qui sert à la propulsion du bateau qui fait cette nappe. On n'est pas sur les quantités qu'on a pu connaître lors de ces deux catastrophes. Absolument. Ce qui pourrait être fait en revanche, et je rejoins Jean-Pierre là-dessus, c'est que déjà on pourrait transformer la matière de fioul lourd qui est utilisée pour la propulsion avec du fioul léger, ce serait moins polluant, et même réfléchir sur des systèmes beaucoup moins polluants comme le gaz liquéfié ou autre. Après, le seul petit détail que je veux juste préciser, c'est qu'en matière de transport de matière, c'est ce qu'il y a le moins polluant. C'est moins polluant que quand on fait acheminer des matières par avion, c'est moins polluant que quand on les fait acheminer par... Vous voulez dire que le bateau est moins polluant? C'est moins polluant en effet quand on regarde la quantité transportée versus les émissions qui sont faites. Donc, modérer sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, il faut quand même garder ça en tête. Merci beaucoup pour ces commentaires et ces points effectivement de modération. Autre info du jour, c'est le hub numérique Nikola Tesla qui est ouvert à Écouen. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien l'objectif c'est de former 200 personnes par an, dont une centaine sur le volet fibre optique en s'appuyant sur les dispositifs départementaux et régionaux du Val d'Oise. Ce hub a pour vocation d'accueillir en résidence des organismes de formation, des structures donc d'insertion et des entreprises innovantes dans des locaux rénovés par le département du Val d'Oise à hauteur de 2 millions d'euros et gérés par le syndicat Val d'Oise Numérique. À noter que la région Île-de-France a contribué à hauteur de 12 millions d'euros pour le déploiement des réseaux d'initiatives publiques sur les territoires valdoisiens, permettant ainsi l'ouverture de 80 places de formation au métier de la fibre optique. Ce lieu de formation s'appuie sur 3 plateaux techniques, des bancs d'essai, des tests de solutions numériques autour d'un bâtiment intelligent et de la ville connectée, du genre vidéoprotection, objets connectés, fibre optique, gestion de l'énergie, codage, programmation, bâtiment intelligent et domotique, cybersécurité aussi. Voilà tout ce que l'on pourra apprendre dans ce nouveau hub de formation. Ça répond à des nouveaux métiers comme installateur et technicien ou chargé d'études en réseau télécom, vendeur à domicile de services énergétiques ou même télécom, mais aussi la soudure, la réflectométrie, la réalisation des connectiques, la mise en place des boîtiers de raccordement et à venir bientôt des formations en vidéoprotection, en programmation des objets connectés, en pilotage de drones, au métier de la cybersécurité et de la domotique, car c'est très attendu, notamment pour l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Alors, qui peut bénéficier de ces formations à Nikola Tesla à Écouen? Eh bien, ce sont les publics en insertion, des jeunes filles dans le cadre de la politique d'égalité femmes-hommes, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes chômeurs de longue durée et les décrocheurs de l'enseignement secondaire général. Alors, quelles sont les écoles qui ont déjà pris place à Nikola Tesla? Eh bien, il y a déjà l'école de la seconde chance, la Fondation des apprentis d'Auteuil et tout comme l'association Entraide Autisme. Est-ce que vous voulez un petit commentaire, Jean-Pierre Ange-Albert? Juste le commentaire pour dire pourquoi j'aime beaucoup votre émission. C'est parce que vous Merci. donnez des nouvelles positives. Enfin, voilà, une émission où on dit des choses qui sont sympas, importantes, novatrices.
J'ai deviné à l'écoute de ce que vous avez évoqué toutes les perspectives que ça permet d'imaginer. Donc oui, bravo à tous ceux qui ont initié toute cette politique-là et bon vent à l'initiative. Merci beaucoup. Sébastien Mazin-Pompidou. En 2 mots, oui, c'est une super chose, ce sont des bonnes nouvelles et surtout ce qui est agréable, c'est d'entendre une liste de métiers qui ont de l'avenir et pas d'orienter des gens vers des métiers sans débouché où on va retrouver plus de personnes formées que de praticiens. Ou que de possibilités d'emploi, vous voulez dire. Possibilités d'emploi. Donc, c'est une très bonne chose, surtout quand on entend cette liste bien détaillée. Merci beaucoup pour vos commentaires. Alors, dernière info du jour, un rendez-vous. Eh bien, c'est l'événement, c'est ce week-end, le Salon Franchise Expo du 17 au 20 mars à Porte de Versailles. Comment entreprendre, comment réussir sa reconversion professionnelle grâce à la franchise. Investisseurs, partenaires, entrepreneurs, vous pouvez vous retrouver 4 jours de rencontres, de conférences et d'ateliers pour vous accompagner dans votre projet. 500 enseignes françaises et internationales sont attendues, représentant 90 secteurs d'activité, dont 150 enseignes venues de l'étranger et 100 nouvelles qu'on ne connaît pas. Ça regroupe 36 000 entrepreneurs et investisseurs qui viennent la plupart du temps visiter ce salon. Vous pourrez aussi assister à plus de 100 conférences et ateliers pour créer votre entreprise ou devenir donc franchisé. Je vous invite à y aller, c'est Porte de Versailles à Paris. Voilà, c'était les infos du jour. Et bien maintenant, on va faire une petite pause musicale et puis ensuite on retrouve nos invités du jour. Allez, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai mis là? Je sais plus. C'est qui c'est le qu'est-ce que j'ai mis déjà? Bill Evans. Merci. C'est Blue Set, c'est ça? Vous êtes. S'il appelle, on attend la fin de l'interview pour le passer. Hein. On ne va pas couper l'interview de Jean-Pierre Angelbert. Hein. De toute façon, j'avais prévenu que ça serait vers 30 ou 40. Ce sera plus vers 40. Alors, Philippe, on n'aura pas le temps de faire beaucoup de pauses musicales. On va passer des jingles IDFM entre chaque interview. Parce que s'il faut que j'ai le temps de parler tranquillement. Ah, faut baisser la musique à cause de Facebook. Bah oui, laissez-vous bercer. Vous n'êtes pas obligé de mettre le casque. Hein. Le casque, c'est pour les entretiens téléphoniques. On va être obligé de le mettre tout à l'heure. On va être désolé pour nos auditeurs de Facebook. Ils ne vont pas pouvoir entendre l'entretien téléphonique. Mais tant pis. Je vais répéter du coup. Et c'est en live sur... c'est en live sur Facebook, sur la page IDFM Radio Anguin. IDFM Radio Anguin. E-N-G-H-I-E-N. C'est en live. Vous pourrez le récupérer tout à l'heure. Je le mets... Après, vous allez me donner votre mail direct parce que c'est embêtant. C'est pas la première fois que les gens de la com, ils transmettent pas les coordonnées directes. C'est bizarre pour des gens qui s'occupent de com. Ma responsable com, elle est 1 mois absente pour son Quelle voyage chance. de noces. Voyage de noces, elle part 1 mois. Bah dis donc, c'est super. C'est une super chance, moi je suis parti une semaine. Donc, Moi, je suis parti 2 jours parce que j'étais à l'armée. ah oui. Donc, Enfin, moi, je suis pas voyage de partie. noces. Nous, on est partis beaucoup plus tard. Mais bon, nous, c'est pas pareil. On était des vieux finalement. Ah oui. Parce que nous, c'est des remariages. Ah oui. Oui, on est des C'est familles les meilleurs. recomposées. Ouais, c'est les meilleurs. Bah, au moins, en fait, quand on est jeune, finalement, on se marie parce que bon, bah, on est amoureux, boum. Puis en fait, après, quand on est tout seul, ça permet de se rendre compte que finalement, être à deux, c'est pas si mal. Et donc, voilà. Après, je pense aussi que nos générations se marient un peu plus tard. Moi, je me suis marié, j'ai 32, ma femme 33. On avait pris le temps de vivre ensemble plusieurs années. Ah oui. On se connaissait. Bon, allez, on y retourne parce que là, on divague. C'est un beau débat. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Bill Evans avec Blue Set, un morceau de jazz que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Pierre Angelbert, maire de la ville de Saint-Pré et président du SIAR, mais aussi de Sébastien Mazin-Pompidou, qui est directeur du développement de Saïgus, qui va donc notre start-up du jour, qui va nous en parler. Et puis, nous allons avoir un appel téléphonique. Nous allons être avec Raïd Zaraké tout à l'heure
pour la Fédération des ascenseurs, car il y a beaucoup de métiers en perspective et d'embauche donc à pourvoir. Alors Jean-Pierre Ange-Albert, en tant que maire, évidemment, j'ai envie de vous poser la question. Alors le grand débat, donc ça y est, c'est fini. Vous avez organisé une grande réunion et donc on va parler donc des Gilets jaunes et puis de qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion. Bon, d'abord, moi, je voulais dire que je soutiens tout à fait les Gilets jaunes. Enfin, en tout cas, dans leur démarche initiale. Parce que, on a bien compris qu'il y a du grand n'importe quoi aussi, et notamment des violences qui sont inadmissibles, évidemment. Mais dans la démarche initiale, ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est-à-dire ce ras-le-bol d'imaginer qu'on puisse travailler toute une vie et avoir une retraite tellement inférieure à ce qui est nécessaire, et le fait aussi de travailler et puis d'être pauvre, hein, scandale des travailleurs pauvres, voilà, c'est les deux thèmes principaux qui m'ont fait soutenir véritablement les Gilets jaunes. Eh bien, nous, dans la commune, on a organisé d'abord un premier cahier de doléances qui a permis aux gens d'écrire ce qu'ils avaient à écrire, et puis organisé le grand débat. Mais dans le débat à Saint-Prix aussi, finalement, c'était comme sur un rond-point, je vais dire d'une certaine manière. On a vu réémerger en fait ces idées de fond, quoi. L'idée d'une certaine forme de justice par rapport à l'équilibre dans notre société, avec effectivement le fait de considérer insupportable d'avoir de tels niveaux, j'allais dire, d'asymétrie entre les citoyens, et surtout au regard du mérite qui consiste à travailler, avoir travaillé, et de ne pas pouvoir bénéficier au terme de ce travail, à la fois ou d'un salaire digne, ou d'une retraite correcte. Voilà ce qui ressort essentiellement. Alors après, il y a beaucoup de trucs qui ressortent. Vous savez qu'au début aussi, il y avait la notion de scandale lié aux taxes sur l'essence. Hein, alors ça a ressorti aussi dans le débat, bien évidemment. Est-ce que pour vous, c'est aussi une manière les Gilets jaunes, c'est aussi une manière de dire qu'il faut faire de la politique autrement? En tout cas, c'est certainement une façon de montrer que la classe politique, j'en fais partie, hein, donc du coup... Mais c'est pour ça que je vous pose la question. On peut se critiquer aussi. Ah oui. Ne répond pas aux attentes tout à fait de la population, puisque finalement, passant outre les canaux politiques habituels, une partie de la population, une grande partie de la population s'est sentie la nécessité d'agir autrement. Oui, effectivement, c'est une façon de montrer que, d'ailleurs, ça fait partie des éléments du débat aussi, de comment faire mieux vivre notre démocratie. Est-ce que la politique aujourd'hui, elle n'est pas un peu confisquée par une partie de la population, écartant une autre partie de plus en plus grandissante d'ailleurs. D'ailleurs, ça se confirme avec l'abstention très importante sur les élections, etc. Un sorte de sentiment que notre démocratie ne vit pas suffisamment bien. Alors, moi, je n'ai pas de réponse idéale, facile, mais on sent bien que c'est un sujet majeur que de réfléchir à nouveau à ce bon fonctionnement. Et finalement, ça va redonner la place aux maires. Hein. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? Ça devrait. Aujourd'hui, c'est les mots qu'on entend. Moi, je suis en tant que maire, si vous voulez, aujourd'hui, je vais être un peu caricatural, mais tous les jours, je reçois une lettre du préfet qui me dit ce qu'il faut que je fasse, quoi. Alors, en même temps, je suis élu par des citoyens qui me disent, voilà, monsieur le maire, on vous mandate pour faire telle et telle politique, mais en réalité, je suis tellement contraint par les injonctions préfectorales, donc de l'État, que on a un peu l'impression d'avoir été un petit peu squeezé ces dernières années. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'il faut remettre les maires au centre du débat. Voilà. D'accord, mais enfin bon, ok, une fois qu'on a dit ça, on attendra maintenant les conclusions du débat et donc quels seront les moyens pour le faire. Ce serait en effet, je pense, une bonne chose pour justement rétablir la confiance qu'auraient les citoyens envers les élus. Parce que nous, on est élus, encore une fois, pour faire des politiques, mais qu'on ne peut parfois ne pas faire, parce qu'entre-temps, parce qu'en plus l'État, attention, c'est tous les quelques mois, ça change, on a de nouvelles directives, un nouveau principe à appliquer, etc. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui ressort donc des citoyens? Quelles sont leurs revendications, en tout cas à Saint-Prix, dans ce grand débat? À Saint-Prix, bien sûr, les questions écologiques ont aussi été prégnantes parce que vous savez, comme tout le Val d'Oise, on est concerné par l'aéroport de Roissy. Donc, ça faisait la transition écologique, les questions d'écologie sont au cœur, évidemment, de ce grand débat aussi, hein, d'ailleurs, c'est très important de le rappeler. Et donc, il a été rappelé que voilà, quand on veut parler d'écologie, il faut aussi mettre la hiérarchie des problèmes. Et que par conséquent, plutôt que d'imaginer une nouvelle taxe encore pour nos voitures, ce qu'on peut comprendre dans l'absolu,
Il faudrait peut-être aussi commencer par aussi taxer ceux qui polluent le plus, en tout cas qui nous polluent nous le plus, parce qu'on a 550 000 mouvements d'avion sur la tête, on a l'équivalent d'un périphérique et demi au-dessus de la tête, et ça commence à être franchement énervant d'imaginer devoir nous être taxés, tandis que tous ces avions-là ne le sont pas. Et là on se dit, attendez, il faut peut-être remettre les choses dans l'ordre, et voilà, ça faisait partie, vous voyez, des éléments. Alors certes, ce n'est pas l'élément majeur à l'échelle nationale, mais puisque vous parliez de Saint-Prix, c'était un élément. Puis à Saint-Prix, comme ailleurs, on dit, voilà, on travaille, quel que soit ce travail, le plus humble soit-il, il doit correspondre à un salaire qui nous permet de vivre dignement. Décent. Et puis deux, les retraites. Franchement, c'est beaucoup d'ailleurs de nos participants au grand débat étaient des retraités, ou des jeunes retraités ou des retraités. Parce que je pense, et là je l'ai ressenti vraiment, ils se sentent une population un peu marginalisée, enfin, ou montrée du doigt. Ah, ben vous avez eu la chance de travailler autrefois, et tout ça, alors maintenant vous pouvez bien faire un effort pour les générations d'aujourd'hui. C'est vrai, pourquoi pas. Mais franchement, je peux vous dire que beaucoup de petites retraites, la CSG qui augmente, les taxes nouvelles, la désindexation, c'est quand même incroyable, la désindexation des retraites, notamment des petites retraites sur l'inflation, mais c'est une catastrophe. Moi je vois des gens, si vous voulez, quand ils ont perdu 5, 10 euros, 15 euros par mois, mais c'est pour eux vraiment les mettre dans une situation de marginalité presque. Donc ça c'est insupportable. Presque, parce qu'on peut même, Même à Saint-Prix. on peut même voir qu'il y a des retraités qui ont un tout petit peu plus que certains qui vivent d'allocation. Donc Bien ça sûr, pose un alors après il y a problème. ce grand ratio entre... Est-ce que la solidarité, pour moi la solidarité elle doit lutter contre la fatalité, voilà. La solidarité c'est pour lutter contre la fatalité de la maladie, du handicap, du chômage effectivement aussi, mais pas pour favoriser la facilité. Et on a quand même un peu le sentiment parfois qu'il y a aussi une part dans notre système d'aujourd'hui, voilà, de faciliter la facilité justement. Tandis que l'effort, le mérite, lui au fond du compte, au bout du compte, au bout du système, quand on arrive à sa retraite, il n'est peut-être pas assez considéré. Le curseur doit certainement être à nouveau rediscuté. Simplement, voilà. Et d'ailleurs, je note que les Gilets jaunes, c'est parti par trop de taxes, trop d'impôts, et puis ça se finit parce que je pense que beaucoup de forces se sont infiltrées, entre guillemets, dans le mouvement. Dans ce et mouvement. ça se finit par il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. À la limite, on peut comprendre qu'une des tentations, ce serait d'augmenter des impôts, augmenter des taxes. Et là, je dis non. En matière d'écologie, par exemple, pour finir avec ça, moi, je suis pour une écologie incitative. Il faut faire en sorte que quand on fait des efforts, on paye moins d'impôts, par exemple. Mais pas l'inverse. Pas de faire toujours un peu plus d'impôts ou de taxes, parce que ça finit par être totalement improductif et surtout décourageant. Donc voilà, je crois qu'il y avait ce sentiment-là qui est ressorti aussi du débat à Saint-Prix comme ailleurs, parce que je ne crois pas qu'à Saint-Prix on soit très différent que partout en France on a pu vivre. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, autre sujet dont vous avez commencé à parler, bien sûr, c'est la transition écologique et les nuisances aériennes. Je crois que vous voulez parler du T4. Le T4, le projet de ce terminal. Alors, si vous voulez, à la fois, on souhaite, on veut tous, on rêve tous d'une ville-monde avec un aéroport, des aéroports. Bien sûr. C'est normal. Et franchement, en tant qu'élu, en tant que responsable, en tant que citoyen, effectivement, on n'est pas contre l'aéroport. Il faut que l'aéroport, simplement, ne soit pas non plus contre les citoyens. Et puis, c'est important de voyager pour voir un peu ce qui se passe évidemment. ailleurs. Mais si vous voulez, puisqu'on doit parler d'écologie, voilà, il serait un peu plus logique aussi que tout le monde contribue, y compris le transport aérien, notamment sur la question des taxes sur les carburants, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez, le kérosène n'est absolument pas taxé. Bon, par exemple. Mais surtout, on nous parle d'un T4, 30 millions à 40 millions de passagers en plus par an, plus d'avions. Mais vous avez parlé de pollution tout à l'heure. Vous savez qu'on nous prévoit, on prévoit 30% de NOx, d'oxyde d'azote, en plus du fait de ce trafic aérien. Alors qu'est-ce qu'on fait de la pollution dans ce cas-là? Pourquoi tolère-t-on qu'elle puisse augmenter à ce point? On sait que la pollution atmosphérique, c'est 70 000 morts, 76 000 morts par an. Ici, Bruit-Parif a annoncé le nombre de mois de vie, de bonne santé en moins du fait des nuisances des avions. Tout ça nécessite que nous construisions une société qui respecte la santé. Donc le T4 qu'on nous annonce sans avoir au préalable réglé les problèmes de nuisance d'aujourd'hui, sans avoir mis en place les mesures nécessaires, c'est un scandale. Or, il y a des mesures qu'on pourrait mettre en œuvre, qui pourraient concilier le fait d'avoir demain un aéroport plus efficace, plus grand, qui accueille plus de monde, mais qui aussi soit plus respectueux de l'environnement et de la santé. Par exemple, en éliminant enfin les vols de nuit, ça représente une minorité de vols, mais c'est la majorité des problèmes de santé publique. C'est les problèmes de sommeil, d'endormissement, etc., qui font que là, on a un vrai impact sur la santé. Le bruit, vous parlez du bruit. Oui, le bruit la nuit.
tout particulièrement. Voilà. Il y a les process de descente continue qui permettraient aux avions de faire beaucoup moins de bruit. D'ailleurs, ça intéresse même les compagnies aériennes parce qu'elles consommeraient moins de Bien sûr. kérosène. Ben, ça ne met toujours pas en place. Pourquoi cette lourdeur, cette incapacité qu'ont nos dirigeants à mettre en œuvre des process qui permettraient de faire moins de bruit. Et donc peut-être de concilier demain, parce que si on prouve qu'on peut faire moins de bruit, comme je le crois, eh bien alors là on peut imaginer demain, pourquoi pas, que l'aéroport s'améliore et augmente ses capacités, parce qu'évidemment on aura prouvé qu'on peut aussi baisser les nuisances. De toute Donc façon, je dis, moi, il y a un préalable. D'abord, il faut baisser les nuisances, prendre les décisions pour le faire, en tout cas prendre cette direction, parce que tout peut peut-être pas se faire du jour au lendemain, et c'est seulement si on arrive à faire ça qu'on peut imaginer en effet un T4. Donc un nouveau terminal. Sinon, bah, moi je dis non. de toute façon, il y a des startups justement qui réfléchissent à des avions qui soient pas polluants puisqu'ils se propulseraient à l'électricité. Donc ça, dans combien de temps on verra le jour, mais ça sera aussi là aussi une révolution industrielle qui est en cours. Mais c'est long de faire des recherches en industrie, vous le savez bien, Jean-Pierre Talbert. En tout cas, merci pour ces commentaires. On va changer de sujet si vous voulez bien. On va rejoindre on va mettre nos casques. Je suis désolée pour nos auditeurs sur Facebook, mais nous avons maintenant une interview téléphonique. Nous allons rejoindre Raïd Zaraquet, qui est responsable communication de la Fédération des ascenseurs. Vous êtes avec nous? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, voilà, ça y est, on vous entend très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. On le regrette pour nos auditeurs de Facebook. En tout cas, vous voulez nous interpeller et vous avez raison. Votre secteur des ascensoristes prévoit 2500 embauches cette année et il y a justement une journée porte ouverte à ce sujet. Eh bien, c'est demain au lycée professionnel Louis Armand à Aubonne. Alors, est-ce que vous voulez bien nous en parler, s'il vous plaît? Oui, c'est énorme, 100 millions. Vu comme ça, 100 millions de trajets. Oui, alors justement, parlez-nous un peu de l'évolution du métier, parce que c'est ça qui intéresse les jeunes, je pense. C'est
Voilà, c'est très vaste en fait. À partir... Non, je vous en prie. Alors demain, donc, au lycée professionnel Louis Armand à Aubonne, de 9 heures à 12h30, c'est donc 32 rue Stéphane Proust, donc à Aubonne, hein, bien sûr, cette journée porte ouverte. On forme les jeunes à partir de quel âge? Voilà, comment on fait pour pouvoir accéder à cette formation? Ah, c'est très important, mais en plus c'est gratuit, donc... Dès la première année, donc. Merci beaucoup, Raïd Zaraquet, pour ces commentaires. Dernière question. Est-ce que c'est ouvert aussi aux personnes qui voudraient changer de métier? Absolument. Qui est très proche du Val d'Oise, justement. Mais... Merci beaucoup, Raïd Zaraquet, pour cette présentation. Donc, je rappelle, demain, c'est les journées portes ouvertes du lycée professionnel Louis Armand à Aubonne pour une formation, pour découvrir la formation de technicien ascensoriste. Et vous l'avez dit, vous voulez des gens motivés, curieux, mais de toute façon, je pense que tout le monde, toutes les entreprises veulent des gens curieux et motivés parce que c'est quand même plus agréable de travailler avec des gens qui sont motivés. Merci, à très bientôt et puis bonne journée, Raïd Zaraquet. Donc, eh bien, nous allons changer de sujet. Petit jingle avant de passer la parole à Sébastien Mazin-Pompidou, qui est directeur de la start-up du jour, qui est Saigus. Parce que j'aime pas le casque, moi. Bon. Je suis en scooter tout le temps. On y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. On change de sujet. Il est déjà 9h45. Et on va vous faire comme d'habitude. Au bar de l'économie, on découvre toujours quelque chose tous les quarts d'heure. Et là maintenant, c'est place à Saigus, notre start-up du jour. Sébastien Mazin-Pompidou, vous êtes le directeur du développement d'une société un peu particulière parce que vous proposez à la fois quelque chose de technique, puis en même temps de l'immobilier. Alors expliquez-nous un petit peu l'objectif de cette start-up qui a été développée il n'y a que en 2014. Oui, alors effectivement, la société est récente. C'est Frédéric, Marc et David, qui sont trois brillants associés de grands cabinets qui ont eu la volonté de lancer une structure innovante qui soit capable d'accompagner des clients aussi bien sur les problématiques amont avec l'approche conseil standard que sur les problématiques techniques, à savoir la réalisation de ce que l'on a conseillé et ne pas se contenter de faire une étude, un cadrage et pousser 300 slides en expliquant que c'est la solution qu'il faut mettre en place et débrouillez-vous. Donc, en fait, pour résumer, vous êtes un cabinet de conseil en technologie. Alors, quelle technologie? Alors, aujourd'hui, notre développement s'articule autour de trois axes principaux que je vais essayer de vulgariser le plus possible pour les auditeurs de la radio du bien-être.
Le premier axe, c'est ce qu'on appelle le digital workplace. Le digital workplace, c'est l'ensemble des outils qui sont mis à disposition dans une administration, dans une entreprise, pour faire en sorte que le premier capital de l'entreprise ou de l'association ou de l'administration, qui est l'humain, puisse travailler de façon plus intuitive, plus naturelle, plus facile, tout en respectant les normes de sécurité et surtout en répondant aux nouveaux usages. Très concrètement, c'est quoi? On peut très bien imaginer que dans un service qui pourrait être dans votre mairie, les personnes pour communiquer ensemble et pour fluidifier leurs échanges se servent d'un outil de type WhatsApp, plutôt que de passer par la mairie, mettre une petite croix sur un agenda, revenir, etc. En réalité, on imagine une chaîne WhatsApp ou une chaîne Messenger, un message qui permette de communiquer avec tout le monde. Dans les grands groupes, comme chez nos principaux clients, qui sont Société Générale, L'Oréal, Technip FMC ou d'autres, la collaboration, les réseaux sociaux d'entreprise sont beaucoup plus importants puisqu'on parle de centaines de milliers de collaborateurs qui échangent au quotidien ensemble et des éditeurs, et nous sommes agnostiques vis-à-vis de ça, proposent une multitude de solutions. Et notre métier, c'est de bien comprendre l'usage des collaborateurs chez nos clients et de leur proposer la solution qui répondra le mieux à cet usage. Et nous sommes capables donc, aussi bien sur la phase amont de comprendre le besoin, que sur la phase aval de le mettre en place, et surtout avec une approche assez spécifique, que je vous expliquerai peut-être une autre fois, mais on a une vision très marketing, on se sert d'outils maison, et on considère toujours que le nerf de la guerre pour que ça fonctionne, c'est l'adoption. Donc on a une approche très spécifique pour que les gens adoptent ces nouveaux usages. Et pour que Ça, c'est votre petit plus marketing pour vendre vos solutions. La deuxième offre, pour le coup, c'est l'intelligence artificielle et le big data au sens large. Ça, c'est assez intéressant, puisque quand on parle d'intelligence artificielle, on met un peu de tout et n'importe quoi dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle, dans les grandes lignes, c'est 20% de l'algorithmie, donc des développements spécifiques dans un langage informatique, et 80% de données. Et notre métier va être d'accompagner nos clients, les grandes entreprises, à faire en sorte que toutes les données qu'elles stockent puissent leur servir à créer de nouveaux produits, à créer de nouveaux services, et ne soient plus simplement un coût, comme on peut l'imaginer. Les entreprises, plus elles sont grandes, plus elles se doivent de conserver des informations dans des data centers, ou même toujours sur des versions papier, et ça coûte énormément. Notre approche est de leur dire, voilà, avec ça, on peut vous aider à sortir de la plus-value, du ROI, à faire en sorte que ce ne soit plus vraiment un coût, mais une opportunité. Et la troisième offre qui est la nôtre, c'est comment on articule ces deux offres-là à travers des méthodologies. Une approche qu'on appelle Acceleration Tactics, désolé pour l'anglicisme, mais c'est des tactiques d'accélération et qui visent à accompagner les projets clients pour que les projets clients aillent plus vite, aussi bien quand il s'agit de créer un service que quand il s'agit de sortir un produit. Et idéalement, c'est ce que l'on fait quand les clients nous sollicitent sur les deux offres précédentes. Oui, mais alors la particularité de votre start-up, c'est que, bon, d'accord, vous proposez du conseil technique, vous venez de le développer, mais surtout, vous avez de beaux bureaux, voilà, un building magnifique, et vous proposez un tiers-lieu finalement. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cette approche d'entreprise? On a un positionnement assez singulier et qui est nécessaire quand on est une petite structure et qu'on veut se démarquer. Et parmi ces approches-là, on a le 4e étage chez Saigus qui est dédié exclusivement à la réception de nos clients. Alors la réception de nos clients, tout le monde va imaginer en m'entendant dire ça. On pense à une salle de réunion. On prend l'apéro et puis voilà. On n'en parle plus. Non, dans les faits, c'est la possibilité à nos clients qui travaillent sur des sujets innovants de sortir de leurs locaux, de sortir de leurs bureaux, de venir chez nous. On est, pour rappel, 19 avenue Georges V, dans le 8e arrondissement, métro Alma. Et l'idée, c'est de leur mettre à disposition toute la technologie possible et imaginable à travers des outils connectés, à travers des outils de projection, à travers un confort assez atypique et un parcours vraiment phygital lorsqu'ils intègrent notre structure jusqu'au 4e étage, qui est un espace qui leur est réservé. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot phygital, justement? Le mot phygital, c'est le merge entre physique et digital. On part du principe chez Saigus, c'est une de nos valeurs, c'est que le digital ne va pas tout remplacer, et peu importe les professions, qu'on soit sur des métiers employés standards, que l'on soit sur des métiers de neurochirurgien, le digital arrive, l'intelligence artificielle arrive, mais notre vision c'est que cela ne va pas être néfaste, mais qu'il va y avoir un merge en réalité de ce monde digital. Un mélange, vous voulez dire? Un mélange de ce monde digital et de ce monde digital. Et l'exemple chez Saigus, c'est que lorsque vous arrivez dans nos locaux, vous avez une tablette qui vous est mise à disposition. Sur cette tablette, vous allez faire tout ce qui ne dégage pas véritablement de valeur ajoutée par rapport à ce que l'on demandera à une personne physique qui est à l'accueil. Sauf que cette tablette est
en parallèle de cela, accompagné d'une personne physique à l'accueil. Alors vous allez me dire, double coût, double emploi, pas du tout. Sur cette tablette, la personne va renseigner son nom, son prénom, enregistrer la personne qu'elle vient rencontrer, prendre une photo, mine de rien c'est pratique, accepter les normes et les règlements de sécurité propres au bâtiment, de manière à ce que la personne qui est à l'accueil puisse véritablement consacrer son temps à l'accueil. Des choses qu'un robot, qu'un process digital ne peut pas faire. Prendre un café, récupérer une veste, l'aider à se connecter au Wi-Fi, lui indiquer où sont les commodités, des choses vraiment humaines. Et la vision chez Saigus, là c'est un exemple assez standard et basique, c'est que peu importe les sujets, il y aura toujours cette combinaison entre le physique et le digital, et que au final les deux vont vivre ensemble. Et notre vision, c'est qu'aujourd'hui on vous accompagne, on accompagne nos clients. Voilà, donc là en même temps, vous venez de développer le nouveau métier de l'accueil finalement dans un building quel qu'il soit. Par exemple, mais il y a plein de choses aussi qui vont arriver, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'éducation et l'environnement, sur ce que vous disiez Jean-Pierre. On parle nous de la formation sur des data scientists, sur des community managers, sur des data analysts, sur des data architectes, sur des chief digital officers. Tout ça sont des mots qui n'existaient pas il y a 5 ans. Et quand on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle, la plupart des gens, je pense à un sondage de Doxa que je disais hier, pour 50% d'entre eux, c'est toujours une crainte où il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, mais il y a des métiers qui vont apparaître au même titre que... Qui sont déjà apparus, on peut dire. Moi j'en parle constamment. Au même titre où il y a 100 ans, il y avait des porteurs d'eau potable à Paris et des maréchals ferrants à Paris qui, quand la distribution d'eau courante ou l'automobile est arrivée à Paris, on crie au scandale. Mais dans les faits, on l'a tous vu qu'il y a eu plus d'emplois créés par la suite avec l'arrivée de l'automobile et l'arrivée de l'eau courante. Donc on est sur ce positionnement-là, et je rejoins Jean-Pierre là-dessus, où effectivement, dès le plus jeune âge, sur la partie éducation, aussi bien sur le volet environnemental qui est indispensable, il faut qu'il y ait cette sensibilisation forte sur le volet informatique. Et votre question, c'est sur les maths. Alors, exactement. Je me suis posé la question, et j'ai bien regardé la réforme de Jean-Michel Blanquer. Il y a la possibilité de ne plus faire de maths à partir, je crois, de la seconde. De la première, donc, puisqu'il y a une nouvelle réforme des terminales, du lycée qui arrive, on va choisir selon 7, on va dire, grands thèmes, et dans certains des thèmes à choisir, on n'aura pas c'est pas utile forcément de prendre des mathématiques. Là, pour le coup, je fais très attention, puisque je suis là en tant que représentant du développement de Saigus, donc sans prendre parti, je pense que ça va laisser la possibilité aux jeunes, s'ils sont bien accompagnés, c'est toujours ça, de s'orienter vers des choses qui pourront répondre un peu mieux à leurs attentes. C'est-à-dire que les personnes qui ont vraiment la bosse des maths vont pouvoir en faire dans de bonnes conditions, sans forcément être gênées par des personnes qui n'ont pas du tout envie d'en faire, et les personnes qui sont très bonnes sur des problématiques plus littéraires. Moi je suis issu du bac LS, il y a génération, c'est il y a quelques années, vont pouvoir pour le coup s'investir et être d'autant plus performants sur ces sujets. Donc pour vous, c'est plutôt une bonne chose que de réformer. Donc, je ne me positionnerai pas là-dessus, puisque là, pour le coup, je représente Saigus. Alors, Saigus, c'est un anagramme du mot usage. Oui. Parce que ça s'écrit ça et jus, en fait, pour que les gens... Si on veut vous contacter, comment fait-on ? Alors, on a notre site internet de façon assez standard, saigus.com. L'adresse vous a été donnée le 19 avenue Georges V. On a un numéro de téléphone. Donc on peut venir vous voir, c'est ça que vous voulez dire ? Vous pouvez venir nous voir, c'est assez surprenant, mais à partir du moment où vous avez un CV, une envie, et que vous avez accès sur notre site, sur les profils que l'on recherche, sur les personnes qu'on souhaite aborder avec nous, on est un cabinet très très ouvert. Vous seriez même surpris, et je l'ai été lorsque je suis arrivé chez eux, de découvrir qu'à partir de 18h30, les locaux se remplissent. Ils ne se vident pas. Et pourquoi ? Parce que les consultants, les collaborateurs Saigus se sentent chez eux, tout est fait aussi pour cela, et reviennent pour passer un moment aussi bien avec des partenaires qu'avec les parents, la famille, des proches. C'est ce qui se fait régulièrement dans notre structure. Alors de transformer des locaux et de vendre toutes ces solutions, ça coûte cher. Comment est-ce que cette société a été financée par les associés ? Est-ce que c'est leurs fonds propres ou de la love money, comme on dit, ou bien est-ce qu'ils ont fait appel à des fonds ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, Saigus est un cabinet 100% indépendant et 100% français. La totalité du capital est détenue par les 3 fondateurs historiques de la structure. Dans les faits, sur la période de lancement, compte tenu du positionnement qui était le nôtre, Saigus a eu ce choix stratégique de s'associer avec un grand groupe, très bien positionné également, et de réfléchir sur comment un nouveau cabinet de type Saigus pouvait accompagner une grande structure qui est celle avec laquelle nous nous étions associés. Et puis, au bout de 2 ans, 2-3 ans d'histoire, le choix a été fait pour gagner en agilité, et le choix a été des 2 parties de se séparer en bonne entente. Mais pour le coup,
Dans tous les cas, le cabinet a toujours été détenu 100% en France, y compris lorsque le grand groupe était au capital. Alors en France, au niveau puis je reviens à la partie de consultation technique, puisque c'est l'objet quand même de votre société. Où est-ce qu'on en est avec notamment le big data et les sociétés françaises? Les grands groupes, on sait qu'ils y sont déjà, mais les plus petites structures. On a tendance à systématiquement dire que l'intelligence artificielle, le big data, c'est déjà fini. Ce seront les GAFAM, l'acronyme de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et les BATX qui sont leurs homologues chinois. C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des grandes structures qui émergent très rapidement, qu'on appelle les licornes, donc qui sont des petites startups qui passent la valorisation d'1 milliard, si elles le font aussi rapidement, c'est que lorsqu'on regarde en détail, elles se servent de technologies qui ont été développées par ces grands groupes. Vous prenez Uber, juste l'exemple d'Uber. Uber a eu un essor de croissance incroyable, mais parce qu'il se servit de son système d'identification, de géolocalisation, de stockage, de reconnaissance, il a pris des modules qui existaient déjà chez Facebook, chez Google, etc. Maintenant, quand on regarde dans les faits, je pense à un de nos partenaires français qui s'appelle Dataiku et que je cite, nous étions avec eux sur le salon Big Data en début de semaine. C'est une entreprise française qui vient de réaliser une levée de fonds d'un peu plus de 100 millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Et c'est une entreprise qui propose des environnements de développement spécifiques aux data scientists, pour rester large. Et ces entreprises-là, ce sont toujours des entreprises françaises, qui apportent de la valeur ajoutée, qui sont compétitives vis-à-vis des gros acteurs étrangers. Donc en France, on est bien positionné. Il y a beaucoup d'efforts à faire, très clairement. On sort du métier de Saigus, mais quand on parle de l'industrie de la batterie, où on attend tous aujourd'hui des voitures électriques, il faut savoir que 40% de la valeur d'une voiture électrique, c'est sa batterie, et que 90% des batteries sont fabriquées en Asie. Donc, quelque part, quand on pousse ça, on vient pénaliser les constructeurs de batteries européens au sens large. Et bien, sur la partie data, c'est assez similaire. D'autant plus qu'on vient rajouter des normes. Je pense à la réglementation sur la gestion et la protection de la donnée, qui peut être vue comme un frein, mais qui peut être également vue comme une opportunité, puisque cela force les entrepreneurs français à être davantage flexibles, agiles, malins et ingénieux pour lancer leur structure. Donc, on n'a pas la même taille ni la même force de frappe que les grands groupes, c'est vrai. J'aurais tendance à dire, pour reprendre un vieux slogan, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Je dirais qu'en France on n'a pas les GAFA mais on a des idées. On a même beaucoup d'idées. Faire en sorte qu'on puisse garder ces idées et ces ingénieurs plutôt qu'ils n'aillent ailleurs, puisque pour la petite anecdote, c'était le docteur Laurent Alexandre qui tweetait ça il y a quelques semaines. Il expliquait que le budget R&D, donc de recherche et développement de l'entreprise Amazon qu'on ne présente plus, le budget R&D de cette entreprise est 5 fois supérieur au budget global du CNRS. Donc, imaginez si vous associez ces budgets R&D et que vous les comparez, vous apercevez qu'on a peut-être d'excellentes idées, mais techniquement, on peut se retrouver assez voilà, on est un petit peu faible financièrement à se battre contre des immeubles, des mastodontes. Merci beaucoup Sébastien Mazin-Pompidou. Merci également Jean-Pierre Angelbert d'avoir été avec nous en studio ce matin. Tout de suite, on va partir d'une seconde ou deux, rejoindre Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, qui interviewe le général Charex sur les outils de dissuasion de la France. En fait, la question c'est, la France a-t-elle encore besoin d'une force de dissuasion? Bonjour Pascal. On lance. Voilà, c'est bon. Aériennes stratégiques, donc les forces nucléaires aériennes qui sont une partie intégrante de la dissuasion, et aujourd'hui avec l'autre volet qui est bien sûr la dissuasion nucléaire sous-marine avec les SNLE. Et donc notre sujet aujourd'hui portera justement sur la dissuasion nucléaire. Est-ce que après la fin de la guerre froide, la dissuasion nucléaire est toujours utile? Est-ce qu'elle est toujours pertinente pour un pays comme la France? On a beaucoup dit au début des années 90 que le monde allait rentrer dans un monde post-nucléaire, de la Corée à l'Iran, en passant par l'Irak et de multiples événements. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas, mais est-ce que pour la France, est-ce que c'est toujours nécessaire, indispensable d'avoir un outil de dissuasion, et comment est-il reconfiguré en sortant de la guerre froide? Et donc c'est tous ces sujets centraux, importants, au moment où une nouvelle programmation militaire se profile, que nous allons aborder. Donc Général Charex, bonjour. Bonjour. Donc à cette question brutale, basique, est-ce que la France a encore aujourd'hui besoin d'un outil nucléaire, d'une force de dissuasion?
Alors, évidemment, je vais répondre oui. D'abord, bien sûr, parce que j'ai servi au sein des forces nucléaires, mais ensuite, dans cette approche un peu géostratégique, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de nous. J'ai envie de dire, dans un premier temps, les conditions dans lesquelles le général de Gaulle a créé cette dissuasion nucléaire sont toujours là. On parle de la Russie, on parle de la Chine, de toutes ces grandes puissances qui, à un moment ou un autre, peuvent représenter une rupture stratégique. La grosse question pour nous, c'est d'où viendra, quelle sera la prochaine rupture stratégique, et notamment dans les relations internationales. Et là, ça va nous donner, il nous faut un outil pour pouvoir parler. Alors, je crois que l'outil, dès le début, avait été construit pour parler du petit au grand. Vous vous rappelez, on a construit un outil nucléaire pour faire face à l'Union soviétique, qui était le grand. Et pour répondre au grand, on a utilisé ce qu'on a compris et ce qu'on a découvert à Hiroshima et à Nagasaki, c'est qu'avec une arme, vous avez une arme politique qui vous permet de peser sur le monde. Mais au départ, l'arme nucléaire était plutôt bâtie pour faire face aux États-Unis. Finalement, c'est plus à la limite contre les États-Unis que Charles de Gaulle a bâti l'arme nucléaire française, puisque les soviétiques ne se sont jamais opposés, ils n'avaient pas les moyens, alors que ce sont les Américains qui pendant très longtemps ont tenté de saboter les efforts de la France pour obtenir une arme nucléaire. Non, alors, vous savez que les Américains ont toujours voulu entraîner dans le camp occidental leur dissuasion nucléaire et notamment leurs outils. Ils nous ont proposé leurs têtes, ils nous ont proposé leurs missiles, et ce qu'a fait le général de Gaulle, c'est de dire non, je veux une autonomie avec des moyens et un pouvoir de décider autonome. Donc je ne pense pas que le général de Gaulle a construit quelque chose contre les États-Unis, il a construit quelque chose pour la France avec cette autonomie d'appuyer ou non sur le bouton. Mais de toute façon, les armes, entre nous, elles étaient bien tournées vers l'Est. Oui, bien sûr. Mais effectivement, c'était ce qui a permis à la France à la fois de parler d'égal à égal, alors que le rapport de force n'était pas celui-ci avec l'Union soviétique, et en même temps de ne plus dépendre d'une éventuelle protection américaine, justement en ayant moins peur de l'Union soviétique. Oui, oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on regarde un peu l'actualité d'aujourd'hui, on voit que beaucoup remettent en cause le parapluie américain. Par exemple, je vais aller bientôt dans quelques pays d'Asie, Malaisie, Vietnam, Indonésie, tous ces pays qui à un moment ont cru ou pensaient être protégés, aujourd'hui remettent en cause en disant est-ce que les Américains viendront se battre pour nous Et je veux dire, c'est un argument de plus pour dire depuis le début on a construit cette arme et on a cette autonomie de dissuasion, et notamment vis-à-vis de l'Américain. On n'a pas besoin d'eux pour exister sur la scène internationale et pour, à la rigueur, taper du poing ou simplement dire non. Et je prends l'exemple de la deuxième guerre du Golfe, quand les Américains se tournent vers les Occidentaux en disant « venez vers nous pour retourner une fois de plus en Irak », on va dire non. Parce qu'on a les moyens de cette autonomie stratégique. Le général Gallois, qui est l'un des pères de la théorie de la dissuasion française, avait dit que à l'ère nucléaire, les alliances ne valaient plus parce que aucun État ne risquerait son existence pour soutenir un allié. Donc, est-ce que vous pensez que finalement, à l'ère nucléaire, les alliances sont un peu mises en question et qu'il il faut avant tout compter sur soi-même? Alors, c'est exactement notre situation. Hein. Vous savez qu'à un moment, notre président de la République a essayé de mettre l'Europe ou les pays ou les voisins sous notre protection, sous notre parapluie nucléaire. Ils n'en ont pas voulu. Et même l'OTAN aujourd'hui, avec sa petite capacité nucléaire, est un peu présent, mais ne tient pas vraiment compte dans le monde du nucléaire. Tout ça pour dire que ces coalitions, mettre en commun de l'armement nucléaire, une dissuasion nucléaire, veut dire mettre en commun le pouvoir de décider de l'engager. Et ça, pour trouver un consensus, à mon avis, ça sera sûrement très difficile. Et c'est pour ça, par exemple, je fais une analogie, par exemple, avec la défense antimissile. La défense antimissile en Europe, la grande question, c'est qui appuie sur le bouton pour lancer la défense antimissile. L'Américain dit bien évidemment c'est moi, mais tous les pays européens qui contribuent au financement et qui mettent sur leur territoire des lanceurs disent je veux aussi contribuer à la décision. Tout ça pour dire que le travail en coalition, et notamment dans la gestion de crise et la gestion de la décision finale d'engagement, est quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, la force de décision française, c'est quoi par rapport aux autres pays? Quel est le tableau des forces nucléaires? La France, c'est quoi par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine? Où en est notre arsenal? Alors, nous avons procédé dans les années, il y a une dizaine d'années, à la rénovation, par exemple, de notre composante aérienne.
On a une nouvelle tête, le CEA nous a donné il y a 8 ans une nouvelle tête nucléaire, on a mis un nouveau missile amélioré, on l'a mis sous le Rafale, bref, on a en tout cas dans la composante aéroportée, on a un système d'armes qui tient jusqu'en 2030-35. Combien de têtes nucléaires, combien d'avions? Là, à Lyon, Marie l'a annoncé, donc je peux le dire, il y a en gros 300 têtes pour la France, partagées entre sous-marins et avions. Et donc, la composante aérienne, on a rénové l'infrastructure, on a rénové tous les systèmes de commandement, et j'ai envie de dire, maintenant, il est temps de penser à 2030-35. Et c'est la même chose pour notre sous-marin. Notre sous-marin, le M51, notre missile stratégique que l'on met à bord du sous-marin, il est dans sa version 51.3, et on commence à parler du nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins qu'il va falloir trouver en 2030-35. D'où le besoin de crédit, vous savez, dans cette LPM qui annonce déjà LPM pour loi de programmation la loi de militaire. programmation militaire, tout à fait, qui a été votée il y a peu, qui dit qu'aujourd'hui, en gros 4 milliards par an, petit à petit, il va falloir monter à 5-6, uniquement pour les travaux de préparation, de recherche technologique, parce que là, on va tirer vers l'eau toute la technologie et la recherche. Il va falloir, par exemple, nous trouver des nouveaux matériaux. Quand on va mettre et construire un missile qui fera Mach 6, Mach 8, qu'on appelle hyper véloce, il lui faudra du matériau qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Quelle est la répartition entre les forces sous-marines et les forces aériennes? Aujourd'hui, on a donc 4 sous-marins nucléaires. L'objectif, c'est d'en avoir un constamment à la mer, un prêt à partir, et 2 qui sont plus ou moins maintenant, dont sans doute un. Et du temps de la GAFAT, c'était 3 en permanence à la mer. Voilà. On est passé de 3 à 1 dans ce qu'on appelle la stricte suffisance. Dans cette évolution du monde géostratégique, on a dit OK. Et dans les escadrons de chasse, où on avait, rappelez-vous, 3 escadrons de Mirage 2000N, on en a supprimé un dans ce processus de stricte suffisance, et on a aujourd'hui 2 escadrons. Et cet été, 2 escadrons de Rafale. Alors, deux questions, une qui peut vous faire bondir en tant qu'ancien patron de la FAS. Quand on dit finalement les sous-marins, ça suffira, ils sont indétectables, les avions, on sait où ils sont, on peut les frapper, etc. Donc certains ont plaidé d'ailleurs en 2012 pour la suppression de la composante aérienne, d'autres disent non, il faut toujours diversifier. Je dévie après votre réponse, mais pouvez-vous l'expliquer plus en amont? Alors, le gros avantage d'avoir ces 2 composantes, c'est qu'on a 2 modes de pénétration vers le futur adversaire. Le sous-marin, c'est du missile balistique, qui fait entre 8 et 10 000 km, qui va passer dans l'espace et qui fait du balistique, et que l'on va intercepter, si on y arrive, par de la défense antimissile. L'avion de chasse va utiliser un cruise missile, qui pour le nôtre fait Mach 2, Mach 3, très basse altitude, et donc il faut un autre système de défense. Et l'objectif aujourd'hui, ou un des arguments forts, c'est de dire je suis capable d'utiliser 2 moyens différents et donc j'offre le choix au président de la République. Donc pour expliquer aux auditeurs, il y a un missile balistique qui passe très haut, un missile de croisière qui passe très bas, et donc ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir une certitude de capacité de pénétration, ou au moins que l'adversaire ait peur de cela, et en diversifiant le type de frappe, on ouvre plus de possibilités. Mais finalement, plus que la différence entre avion et sous-marin, ce qui compte, c'est la différence entre missile balistique et missile de croisière. Tout à fait, tout à fait. Le gros avantage de l'avion, c'est qu'il contribue aussi à ce qu'on appelle l'avertissement. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme vous le disiez, on voit ce qui se passe sur les bases. On a les photos satellites, on a tous les moyens de reconnaissance possibles, et une montée en puissance des avions, le chargement des missiles nucléaires est quelque chose qui est un signe politique. Le fait de décoller les avions, rappelez-vous les B-52 qui ont décollé et qui étaient en alerte en vol pendant la crise de Cuba, c'était un message très fort vers les soviétiques en disant « il ne me reste plus que quelques minutes pour engager ma force s'il y a besoin ». Donc il y a aussi ce volet pour le politique d'être un moyen de dire « je suis capable, j'ai engagé un stade d'alerte supérieur ». La difficulté, entre guillemets, ou la caractéristique du sous-marin, c'est un coup tout ou rien. Puisque une fois que le missile est parti, le sous-marin est détecté. Quels sont aujourd'hui les cas où la dissuasion pourrait être mise en œuvre? Et peut-être pouvez-vous
pour les auditeurs qui ne sont moins familiers, parce que finalement il y a assez peu de débats Oui, sur la dissuasion. c'est vrai. On n'en parle pas beaucoup, on sait qu'elle est là, mais dans les années 80, avec la crise des euromissiles, avec la guerre des étoiles, avec les différences entre riposte graduée et représailles massives ou la doctrine française, il y avait de nombreux débats. Aujourd'hui, on n'en parle jamais, ce qui peut d'ailleurs être un problème, parce que ça peut aussi délégitimer la dissuasion de ne jamais en parler. Mais pouvez-vous dire un peu, c'est quoi pour vous le concept de dissuasion par rapport à un adversaire potentiel? Alors là, on va parler donc de doctrine. Et par exemple, le chinois, c'est la doctrine du non-emploi en premier. C'est-à-dire que je n'utiliserai jamais mon arme nucléaire en premier. Je le ferai si je suis attaqué. Et c'est un engagement dont on ne saura jamais s'il est vérifiable ou non jusqu'au dernier jour. Oui, mais c'est le propre, encore une fois, des intérêts vitaux où la limite n'est jamais marquée. Il ne faut pas qu'elle soit indiquée d'ailleurs, hein. Il ne faut pas qu'elle soit marquée parce que si vous la montrez, à la rigueur, on viendra la titiller et on ira jusqu'à la limite. L'autre solution consiste à la Poutine à dire mon engagement nucléaire tactique, je suis prêt à l'employer s'il y a besoin, et d'ailleurs en Crimée, en Ukraine, s'il y en avait eu besoin, je l'aurais employé. Et ça, il l'a annoncé. Et donc, on voit un emploi éventuellement tactique de l'arme nucléaire. Et dans les deux cas, on est dans le verbal, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Chinois de dire qu'ils ne viseront jamais l'arme nucléaire en premier, et il y a une part de bluff Mais bien sûr. de la part de Poutine Bien de sûr. dire ne me titillez pas, et sinon Oui. je lance mes armes nucléaires. Mais là, il est question de crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible vis-à-vis du monde que vous voulez dissuader? Et la crédibilité, elle s'appuie sur 3 domaines. Il y a la volonté politique, et c'est pour ça, par exemple, que Poutine en parle et donne cette capacité ou cette aptitude à dire je suis capable de l'employer. Ensuite, il y a la crédibilité technique, comme on le parlait, du sous-marin, du missile balistique, du missile de croisière. Et puis, il y a la crédibilité opérationnelle. Les gens qui la servent sont-ils costauds, forts, forgés et capables, s'il le faut, d'appuyer? Et avec ça, vous construisez une crédibilité vis-à-vis du monde entier. Et quand les forces aériennes stratégiques font un exercice et qu'ils montent leurs bombes ou leurs missiles de croisière sur leur Rafale, je peux vous dire que les gens autour le savent. Alors il y a toujours cette question qui se pose, puisque, rappelez-vous, le président Giscard d'Estaing avait dit, mais une fois qu'il était plus au pouvoir, que jamais il n'aurait utilisé l'arme nucléaire, ce qui a été perçu comme étant une sorte d'atteinte à la crédibilité de la dissuasion, mais on en parle avec Trump, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Si le président ordonne de tirer l'arme nucléaire, jusqu'où peut dire que c'est un ordre légal ou qu'il dépasse son engagement et il nous lance dans une escalade qui est incontrôlable? Oui. Là, je crois qu'on arrive pleinement dans la définition des intérêts vitaux et de l'aptitude du président à pouvoir dire j'engage ou je n'engage pas. Et pour ça, il a un aéropage autour de lui, bien sûr, il n'est pas isolé. Et c'est pour ça d'ailleurs que le général de Gaulle avait créé son conseiller à l'état-major particulier à l'Élysée. Vous savez, on a un général 5 étoiles qui est conseiller du président, en dehors du chef d'état-major des armées, qui est un autre général 5 étoiles, et qui est là pour le conseiller, et notamment dans le domaine nucléaire. Ce poste a été créé du fait que la France était une puissance nucléaire. Tout à fait. Et qui avait donc besoin d'un militaire de haut rang près du décideur suprême. Pour le conseiller. Et moi, je retiens, par exemple, les annales de l'amiral Langsad. Quand il a briefé, nous écrit-il, le président Mitterrand qui arrive au pouvoir, il l'a briefé pendant 3 heures dans son bureau. On connaît la campagne du président Mitterrand qui n'était pas très très favorable à l'armement nucléaire, et il écrit dans ses mémoires que plus jamais le président Mitterrand n'a remis en cause ou n'a posé de questions à l'issue de ce briefing. Même le président Mitterrand a été finalement la dissuasion c'est moi, et oui. C'est quand même une déclaration assez forte, et on peut dire qu'il a repris, mais son changement date d'avant 80, parce que dès 78, il s'était rallié à la force de dissuasion, il avait déclaré qu'on n'allait pas, je me rappelle de cette formule, noyer les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins comme des petits chats, et donc le changement c'est de passer du maintien en l'état de la force d'utilisation, du maintien en état, donc acceptant la modernisation. Oui, parce que, rappelez-vous, à la fin de son mandat, ou son deuxième mandat, il était un fervent défenseur des 3 composantes. Et les plateaux d'Albion que l'on avait avec nos missiles sol-sol balistiques, il était un des fervents défenseurs. Et c'est le président Chirac qui l'a suivi, qui a décidé la fermeture de cette 3e composante. Alors aujourd'hui, donc,
est-ce que, y compris au sein des états-majors, il y a des fois on entend des récriminations, le nucléaire coûte trop cher, il faudrait, ça sert à rien pour lutter contre Daesh, le nucléaire ne sert à rien, donc il faudrait réduire les crédits nucléaires pour se concentrer sur les crédits conventionnels. C'est un débat éternel qui date de la création de la force de dissuasion et qui font un peu le sel des débats interarmés. Comment vous pouvez présenter ce débat? Eh ben, moi je dirais, en écoutant par exemple l'argumentaire du CEA, c'est le CEA qui construit nos têtes et tout, qui dit que 75% du budget engagé dans le nucléaire est tourné vers les entreprises civiles françaises. Parce qu'on touche un domaine réservé, évidemment, qui n'est pas exportable. Ensuite, il y a l'autre argument de dire que on tire vers le haut les technologies sensibles. Les gros calculateurs en tétraflop, les matériaux sensibles, la conduction, bref, il y a tout un argumentaire fort sur les entreprises spécialisées dans des domaines. Et vous savez que l'aéronautique touche 13 des 15 composantes industrielles. Et en tirant vers le haut, en termes de recherche, de développement, j'ai envie de dire, on tape sur de la dualité, comme on dit, du militaire et du civil. Ensuite, dans le domaine aéronautique, tous les avantages du supersonique, et notamment de notre cruise missile, je sais que le constructeur d'armement, MBDA pour ne pas le nommer, voit sur un missile classique aussi en allant à Mach 2. Le M51 tirait Ariane 6 ou Ariane 6 a tiré le M51. Oui, c'est le très M51 qui est le missile porté par les sous-marins. Voilà. Et donc on est vraiment dans la technologie duale. Et si on voulait vraiment focaliser sur les quelques éléments dédiés, on en arrive à finalement un pourcentage assez faible. Assez faible, mais on est bien évident qu'on parle de millions d'euros, voire de milliards. On est bien d'accord. Alors, vous avez dit au début de cet entretien qu'en tant qu'ancien chef des forces aériennes stratégiques, vous étiez favorable, mais vous avez d'autres généraux, comme le général Norlin, qui maintenant milite pour les armes nucléaires. Comment la France s'est d'ailleurs engagée en signant le traité de non-prolifération à signer, sans objectif temporel, un accord des armements nucléaires jamais compris. Est-ce que vous pensez que les armements nucléaires est un horizon envisageable ou est-ce que c'est une utopie? Bon, alors là, je vais donner mon avis personnel, mais je pense que c'est une utopie. C'est une utopie parce que quand vous voyez la puissance que vous donne de l'armement nucléaire, et ça vous donne un rayonnement mondial, régional. Et pourquoi aujourd'hui l'Égypte dit « et pourquoi pas moi ?» Et pourquoi l'Arabie Saoudite propose de conserver sur son sol l'armement tactique nucléaire pakistanais? Parce qu'on se rend bien compte que cela vous donne, la présence de ces forces nucléaires, le fait d'être un État nucléaire, vous donne une présence dans la relation internationale et un poids politique fort. Et donc que d'autres regardent les 5 grands, plus aujourd'hui les 10 nations nucléaires, puisqu'on a dénombré aujourd'hui 10 nations, quand tous ces autres pays vous regardent et vous disent « mais vous vous rendez compte le pouvoir, la puissance que ça vous donne, pourquoi pas moi ?» Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que nous serons capables de freiner toutes ces recherches à la rigueur sous-jacentes. Mais du coup, l'argument est réversible, parce qu'on pourrait vous dire, si tout le monde veut proliférer, en quoi peut-on dire aux autres de ne pas proliférer, alors que nous-mêmes sommes une puissance nucléaire? Donc il y a une contradiction de raisonnement. Mais complètement. Mais on est bien d'accord que c'est pas facile de dire aux autres, vous ne l'aurez pas, alors que moi je l'ai. On est bien compris. Et ce traité de non-prolifération qui a statué sur ceux qui l'ont sont considérés comme légitimes et ceux qui ne l'ont pas ne sont pas légitimes à le chercher, est quelque chose qui est très, entre guillemets, occidental ou nanti. On a l'impression que c'est la réflexion de nanti. Donc, il y a les have et les have-not dès le départ. On est bien d'accord. Dans quelle situation aujourd'hui la France a besoin pour conserver son indépendance, préserver son territoire de l'arme nucléaire, ce que ne pourraient pas lui apporter les armes conventionnelles? Quelles sont les situations dans lesquelles il y a une vraie différence d'être une puissance nucléaire par rapport à une puissance militaire classique, ce que la France est reconnue être? Alors, je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation à conserver les acquis. Cette puissance nucléaire, elle nous a permis aujourd'hui d'être au Conseil de sécurité de l'ONU et d'être un des 5 pays du monde à avoir ce droit de veto. Mais on l'était avant d'avoir la nucléaire. On l'était avant, mais aujourd'hui, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, toutes ces grandes puissances régionales qui poussent à la porte pour entrer au Conseil de sécurité, pour quelle raison est-ce que la France aujourd'hui
représente quelque chose. Est-ce que c'est la puissance économique? Non. Est-ce que c'est la puissance à un moment culturel, la francophonie et tout? On sait son importance, mais voilà. Et je pense, moi personnellement, que cette puissance nucléaire lui offre cette légitimité à être au Conseil de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans une situation à défendre l'acquis, même si l'argument classique de c'est notre garantie, c'est notre survie, parce qu'on ne sait jamais l'ennemi, le chinois, le japonais, non pas le japonais, mais le chinois et le russe, on ne sait jamais, et d'avoir ce gros marteau, alors que tout le monde aujourd'hui a un petit marteau, nous on a un gros marteau, et s'ils le font, un jour on tapera sur la table avec notre gros marteau. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore dans l'ordre du temps. Et quand vous parliez aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de débats et tout, j'ai envie de dire parce qu'il y a tout simplement un certain consensus. Si vous interrogez un peu, si vous dans les sondages ou les militaires même, vous disiez certains généraux pensent, le contraire, ils sont vraiment à la marge. Parce qu'encore une fois, quand vous visitez les installations, quand vous rencontrez les militaires qui servent l'arme, quand vous êtes un peu au cœur des dossiers sensibles, évidemment qu'il ne faut pas apporter tout le monde, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui les risques de prolifération sont importants? Est-ce que d'autres pays se disent la France a l'arme nucléaire, c'est formidable, et ça fait plus entendre du coup qu'un pays de taille économique, de taille démographique égale? Est-ce que du coup il y a une incitation à la prolifération? Mais moi je prends évidemment l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est ce petit pays qui décide de l'avoir parce que ça va lui donner une stature internationale, ça va le représenter sur le plan, et d'ailleurs il discute aujourd'hui presque d'égal à égal avec le président Trump. Vous vous rendez compte? Tout ça pour une ou deux petites explosions de quelques kilotonnes dans un coin. Je pense que ça, le monde entier, on le voit. Et on voit quel est l'impact du pays qui possède cette petite capacité ou qui pourrait posséder. Le fait même d'avoir l'idée de la posséder vous place dans une position particulière. Je prends encore une fois l'exemple de l'Israël. On sait que l'Israël là, mais alors là, elle ne communique pas du tout là-dessus. Je suis persuadé que c'est un argument qui est pris en compte dans les discussions au Moyen-Orient. Et pourquoi tous les pays tout autour ne décident pas forcément d'avoir une action forte? On ne sait jamais ce qu'Israël est capable de faire. Et d'ailleurs, c'est l'attitude d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Israël a toujours annoncé qu'il n'était pas question que l'Iran possède l'armement nucléaire. La dissuasion protège, et il y a depuis le départ un doute sur que se passera-t-il si tout d'un coup on utilise l'arme. Churchill avait théorisé que à l'ère nucléaire, la sécurité sera le robuste enfant de la terreur et la survie, la sœur jumelle de l'annihilation. Donc comment être sûr qu'on demeure dans une posture de dissuasion où on empêche la guerre entre les nucléaires et qu'on ne soit pas, du coup, qu'on ne dérive pas dans une posture d'utilisation de l'arme nucléaire pour gagner la guerre. Donc, est-ce que l'arme nucléaire restera toujours une arme qui ne sert pas, ou est-ce qu'elle se ravira un jour à gagner une guerre depuis le tabou de 1945? Mais c'est le principe même de la dissuasion. La dissuasion, c'est je possède une arme qui va occasionner des dégâts chez vous, qui sont tellement colossaux que vous n'avez aucun intérêt à venir me chercher. Et donc, tant que la dissuasion marche, tient, à travers ces concepts et cet argumentaire-là, vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Si jamais il ne tient plus, et si jamais vous êtes effectivement attaqué et vos intérêts vitaux sont touchés, la vraie question, est-ce que ça sert d'appuyer sur le bouton ou non? Et j'ai envie de dire, la dissuasion est une arme qui est faite pour ne pas être employée, qui est faite pour ne pas être employée. Je dissuade, donc ne venez pas taper dessus. Après, si vous me tapez dessus, je ne sais pas très bien ce qu'il va. Donc on reste dans l'incertitude qui est le cœur même de la dissuasion. Général Charex, merci de ces explications sur un sujet dont on ne parle pas suffisamment et sur lequel il faudrait certainement développer les débats, donc sur la dissuasion nucléaire. Merci à vous. Merci beaucoup Pascal Boniface et merci beaucoup au général Charex effectivement de nous avoir parlé de ce sujet fort passionnant. En tout cas moi je vais vous souhaiter un très beau week-end, mais surtout je vous donne rendez-vous demain au lycée professionnel Armand à Aubonne, car 2500 postes embauchent cette année pour devenir technicien ascensoriste. Donc demain c'est la journée porte ouverte du lycée pour découvrir ce métier. À l'heure de Parcoursup, c'est important pour les jeunes de prendre des formations qui au bout du compte offrent un poste et offrent des emplois. Et en Val d'Oise il y a beaucoup d'emplois à pourvoir, notamment dans l'industrie, dans le bâtiment, et là encore une fois ça le prouve, le métier d'ascensoriste. Également je vous signale que la semaine prochaine c'est la semaine de l'industrie. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs le 21
après-midi en préfecture autour d'un débat que j'aurai l'honneur d'animer. Le débat va porter sur les territoires industriels, notamment en Val d'Oise, et puis aussi les métiers et les nouveaux métiers qui apparaissent. Donc venez rencontrer les entreprises et écouter ces débats fort passionnants. Bon week-end à tous, on va pour une fois se quitter en musique, on a encore un petit peu de temps, un petit extrait musical, allez, et puis bon week-end. National.